Et salut YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça fait réfléchir où on parle de que fait la police et comment s'en passer de Paul Rocher. Dans cet épisode, on va particulièrement parler du rôle de la police sous le capitalisme et comment celui-ci a structuré la police. On en vient donc à parler de la transformation capitaliste, savoir comment la France est passée d'un fonctionnement pré-capitaliste à un fonctionnement capitaliste. La formation du capitalisme français à partir des années 1860 a été impulsée par l'État, à la suite notamment des réformes dans le mode de recrutement des élites politiques. La classe dominante perd de plus en plus son accès direct au pouvoir central et commence à privilégier la constitution de groupes de pression. On observe la multiplication de comités et unions patronales sectorielles, ainsi qu'un renouvellement significatif de préfets, magistrats et conseillers d'État pendant les années 1870-1880. De tels changements dans l'organisation de l'État et la reproduction de la bourgeoisie ne sont pas le fruit du hasard. Les deux éléments clés de ce processus de transformation capitaliste du pays, dont on voit les prémices dans les années 1850 et qui s'achèvent au tournant du siècle, sont la marchandisation de la force de travail et la formation concomitante d'un marché domestique unifié, inséré dans l'économie mondiale. Le contexte international n'y est pas étranger. La Grande-Bretagne, déjà capitaliste, a atteint un degré de puissance sans précédent qui impose des dynamiques de modernisation à la classe dirigeante française. Grosso modo, la concurrence entre les classes dirigeantes des différents pays, et en particulier de la France et de l'Angleterre, font que la France se sent obligée de rattraper le retard pris face à l'Angleterre. Et donc de copier son mode d'organisation, à savoir un mode capitaliste. De forcer la mise au travail de tout le pays, de forcer l'exploitation des plus pauvres par les plus riches, et de changer l'ordre politique. Ça s'accompagne évidemment parce que les classes dominantes sentent que le pouvoir leur glisse des mains d'une certaine manière, et veulent s'assurer qu'en réformant le système, ils pourront se garantir de rester au pouvoir de manière durable. En particulier, un facteur très important pour l'installation du capitalisme, c'est le libéralisme. Et pour ça, lui parle de deux libéralismes, le libéralisme interne et le libéralisme externe. Former ce marché du travail et de l'exploitation du travail, ça repose sur trois piliers en France. Le premier, c'est la mobilisation de l'épargne, ce que favorise Napoléon III en créant le crédit mobilier. Le but, c'est de permettre d'utiliser l'épargne des Françaises et des Français pour enclencher une dynamique économique qui va enrichir la France au général. Le deuxième, c'est l'industrialisation. Parce que mobiliser cette épargne, c'est bien, mais il faut donner des débouchés. Et pour donner des débouchés, on mise sur l'industrialisation. Ça donne des opportunités d'investir, d'industrialiser les modes de production et de mobiliser ces masses monétaires. Le troisième, c'est le développement des réseaux de transport et de communication. Puisque l'État va investir, lui, pour permettre à cette industrialisation d'être rentable et d'être compétitive. La compétition, elle va s'installer entre les entreprises, puisque le réseau routier, par exemple, et le réseau de communication va faire qu'on va mettre en concurrence des entreprises qui ne l'étaient pas auparavant. À ça, il faut ajouter que pour encourager le capitalisme, il faut aussi décriminaliser la faillite. Parce qu'à l'époque, tomber en faillite quand on avait une entreprise, c'était criminel. C'est-à-dire qu'on pouvait finir en prison si une entreprise qu'on avait créée tombait en faillite. Parce que, bien entendu, les entrepreneurs, ils aiment la prise de risque, mais pas trop quand même. Cette transformation rend difficilement rentable l'existence des liens individuels privilégiés entre l'État et des membres de la classe dominante. Comment en effet mettre en place la concurrence de manière crédible et effective si certains compétiteurs jouissent des faveurs de la puissance publique? Le déploiement de la police moderne, qui se donne pour tâche le traitement formellement égal de tous, n'est pas sans lien avec la concurrence généralisée. Concrètement, si on veut encourager les gens à investir, à créer leurs entreprises et leur dire « Allez, venez, c'est la concurrence », il faut leur faire croire à minima que la concurrence est libre et non faussée. Et pour ça, il faut que l'État se désengage du monde économique. Plutôt, on a pu parler de l'encastrement de l'économie dans le pouvoir politique. Eh bien, c'est ce désencastrement-là qu'il va falloir opérer. On va enlever le pouvoir économique, bien que pas réellement complètement. Le pouvoir politique a toujours un impact sur le pouvoir économique. Mais on va les décorréler pour pouvoir justifier d'une économie de marché libre et non faussée. Qui va inciter les gens à investir et à créer des entreprises. Et à cet égard-là, la police, elle n'est pas neutre, c'est le bras armé du pouvoir public. Il est important qu'elle paraisse comme
neutre pour permettre aux gens de se dire que le pouvoir public est neutre dans l'action économique. En contrepartie de cette libéralisation interne, on a un phénomène de libéralisation externe. C'est-à-dire que Napoléon III, lui, ce qu'il dit, c'est « sans la concurrence, l'industrie reste stationnaire ». C'est sur cette prémisse que il justifie les traités de libre-échange et la fin de la prohibition de nombreuses importations. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que concrètement, il va offrir aux bourgeois et bourgeoises du pays la possibilité de s'enrichir en investissant. Mais en contrepartie, il va les soumettre à une concurrence, à la fois interne mais aussi externe, donc à la fois des relations internationales et des importations externes, pour favoriser une industrie qui se développe. Il serait toutefois erroné de réduire les relations externes du capitalisme français naissant à son interaction avec d'autres pays industrialisés. En effet, l'expansion impérialiste qui accompagne cette naissance au XIXe siècle a favorisé le développement de la France métropolitaine, tout en imposant le développement du sous-développement aux colonies. L'impérialisme français n'a cessé d'imposer des rapports sociaux de race hiérarchique, notamment sous la forme de l'indigénat, mais aussi en introduisant une distinction nouvelle entre nationaux et étrangers. En métropole, la colonisation a eu pour effet la mise en place d'une hiérarchie raciale qui se stabilise en même temps que le capitalisme, sous la Troisième République. Comme nous le verrons, c'est à partir des années 1920, après la première explosion de ferveur raciste pendant l'affaire Dreyfus, que le potentiel oppressif de cette hiérarchie commence à se déployer à grande échelle avec la contribution de la police. Cette prédation, qui est la prédation capitaliste sur l'exploitation des travailleurs et travailleuses, elle est évidemment concomitante avec le colonialisme. Elle est évidemment concomitante avec la prédation sur les populations colonisées, sur les terres de ces populations. Elle s'associe donc, dit colonialisme, dit racisme. Et donc le capitalisme, il trouve aussi ses racines racistes dans le colonialisme. Notamment le racisme dans la société en métropole peut être un peu expliqué par le rapport colonialiste qui s'installe avec le capitalisme. Notamment, il parle de l'antisémitisme et de l'affaire Dreyfus. En réalité, si on est un peu sérieux sur l'antisémitisme, on sait que les premiers pogroms, ils ont été réalisés pendant les croisades à des époques autrement plus anciennes que le capitalisme. Donc on peut pas tout expliquer par ça non plus. Même si bon, le problème c'est toujours le capitalisme. On en vient à, pour mettre en place une société capitaliste et une société qui repose sur l'exploitation des travailleurs et travailleuses, il faut démanteler les protections des travailleurs. Pour ça, face à la concurrence instaurée par le libéralisme, autant interne qu'externe, les entreprises françaises doivent se réorganiser pour plus de productivisme. Mais à l'époque, on se rappelle que les entreprises et les patrons notamment sont un peu bloqués par cette notion de louage d'ouvrage où les ouvriers et ouvrières sont relativement autonomes sur leur manière de s'organiser. Pour ça, du coup, il faut démonter les protections sociales des travailleurs et travailleuses. Ces changements, ils reposeront bien évidemment sur le maintien de l'ordre puisque ça va impacter la population qui va pas se laisser faire et vouloir se révolter. Mais du coup, ça va aussi impacter le modèle de maintien de l'ordre qui va être structuré autour de ce besoin de garder l'ordre social à ce moment-là. Les plus gros changements, notamment, c'est qu'en 1866, la Cour de cassation, elle intervient en faveur du patronat pour dire que le travail des ouvriers ne relève plus du louage d'ouvrage, qui est un mode d'exploitation qui est similaire à de la sous-traitance, ce qui laisse globalement le champ libre au patronat pour organiser le travail au sein des entreprises. Le deuxième front législatif, c'est celui qui va décréter la déréglementation des salaires et qui va donner le pouvoir aux entreprises de fixer celui-ci. Notamment, on va avoir cette idée que les entreprises proposent des salaires pour des travaux et les ouvriers, ouvrières, travailleurs, travailleuses seront face au choix de dire oui ou non. Et c'est tout. Et pour que ça fonctionne, on va installer un troisième niveau de libéralisme, c'est la compétition entre travailleurs et travailleuses. C'est à ce moment précis que Xavier Lafrance, lui, nous parle d'une généralisation de la propriété privée capitaliste. Et ça se voit particulièrement quand on s'intéresse aux investissements. En fait, si on regarde de 1840 à 1870, ceux-ci, ils sont en légère hausse. Mais à partir de 1870, donc du moment où ces lois-là sont passées, l'investissement entre 1870 et 1913, il triple. C'est-à-dire que les gens sont là et se disent « Ah c'est le moment de devenir investisseur, etc. » Et donc on en vient à parler, maintenant qu'on a parlé des conditions socio-économiques du monde capitaliste tel qu'il est naissant
au début du Second Empire, on va parler de la police moderne, puisqu'on n'a pas arrêté de dire que le fonctionnement de la police était défini par le fonctionnement socio-économique et l'ordre social à préserver. Et qu'est-ce que ça fait sur la police moderne ? Le développement des infrastructures et l'industrialisation génèrent une montée des flux migratoires internes et favorise une augmentation à la fois des mobilités et des possibilités de coordination des travailleurs. En même temps, la marchandisation de la force de travail va de pair avec la rupture du lien de subsistance que beaucoup d'ouvriers entretenaient auparavant avec le monde agricole. Un des effets du processus d'ouvriérisation a été précisément de couper les ouvriers du monde rural et de les rendre dépendants du salaire, ou, s'il n'y avait pas de salaire, de les enfoncer dans la pauvreté. De ce fait, la transformation capitaliste engendre de nouveaux illégalismes liés à la subsistance extrasalariale, et elle annonce surtout la fin d'une société d'interconnaissance qui assurait pour l'essentiel elle-même sa police et sa sécurité. Le vide laissé appelait un nouveau mode de régulation de l'ordre public. Il n'est donc pas surprenant que la police moderne émerge à partir de 1880, et c'est précisément en référence à ces conditions de naissance que le spécialiste de la police, Marc Neocleous, écrit que faire police signifiait faire la police des pauvres. Et donc là, il y a un facteur qui est particulièrement intéressant, qui est le processus d'ouvriérisation et ce fait de, dans le modèle capitaliste, on a forcé une population qui avant était à la fois travailleurs, travailleuses, que ce soit en tant qu'ouvrier ou ouvrière, ou dans d'autres cas, à se professionnaliser réellement et abandonner tous les travaux fermiers, entre guillemets, qui leur assuraient une subsistance indépendante de leur salaire. Ce qui fait que maintenant, les gens sont soumis au marché du travail, et ce marché du travail, il va leur imposer de se soumettre aux capitalistes et donc aux propriétaires des entreprises. Au même titre que l'économie se retrouve désencastrée du pouvoir politique, on va parler d'un désencastrement de la police. Ce qu'il nous dit, c'est qu'avec la disparition des rapports sociaux sous-tendant l'appareil coercitif pré-moderne, ce dernier se trouvait de plus en plus sous les feux de la critique. Beaucoup, les élus, le public, la hiérarchie, les collègues, se plaignaient de la mauvaise qualité des policiers issus d'un tel recrutement, à savoir non professionnel. En effet, s'agissant des candidats militaires qui, pendant longtemps, composaient la majorité des futurs policiers, aucun critère intellectuel ou aptitude professionnelle n'intervient dans la désignation des candidats, jusqu'en 1905. Ceux-ci s'avéraient donc peu aptes à composer avec les complexités d'un nouvel ordre social et incapables de mobiliser les avancées scientifiques issues du développement capitaliste. Avec un tel personnel, la police moderne était condamnée à rester un mirage. Grosso modo, on se retrouve face à la problématique où les besoins de fonctionnement de l'institution policière sont qu'on n'est plus satisfait des personnes qui exercent ce rôle-là et qu'on va avoir besoin de le professionnaliser. On reproche aux policiers issus de l'ordre militaire de ne pas convenir parce qu'ils ne sont pas en mesure de prendre en compte les changements de société. Et donc, on va commencer à confier des responsabilités de plus en plus importantes aux recrues dites non militaires. On va commencer à mettre en place des formations et par ailleurs, on va commencer à chercher à fidéliser les policiers et à la professionnaliser. De la même manière qu'on ne permet plus aux ouvriers d'être autre chose qu'ouvriers et d'en faire un emploi et un travail à temps plein, on va encourager les policiers à devenir policiers professionnels. Pour ça, on va leur offrir des perspectives de carrière avec des grades et des protections sociales. Et ça va faire un truc, c'est que ça va augmenter la proportion de policiers non issus du système militaire et à la fois dans les forces de l'ordre, mais à la fois en absolu, puisque la quantité de policiers en France ne fait qu'augmenter. La structuration et l'organisation des nouvelles méthodes de travail va notamment avoir un impact puisqu'on va avoir de plus en plus d'exigences vis-à-vis des candidats. Notamment, il parle du portrait parlé, à savoir, par exemple, si on dit le suspect est un individu mâle de 1m80, etc., etc., c'est ce qu'on appelle le portrait parlé. C'est un ensemble de codification qui permet de décrire un individu de manière codifiée, qui fait que ça se veut relativement objectif. Et ces compétences vont être recherchées et des exigences vis-à-vis des personnes qui vont devenir policiers ou policières. Bien que cette évolution ne soit pas totalement homogène sur l'ensemble du territoire, l'institution policière a été fondamentalement transformée dès les années 1880. Au cours de ce processus, l'appareil policier français s'est différencié du reste de la population tout en s'homogénéisant en interne, au point de donner lieu à un corps exceptionnellement soudé avec un goût marqué pour la violence, en se percevant comme une citadelle assiégée.
Ce corps commençait à produire une vision assez singulière de la société, où la grande majorité de la population est regardée comme une force ennemie. En fait, le rôle des policiers étant de maintenir l'ordre et de maintenir en particulier les masses ouvrières de ne pas se révolter, vont commencer à considérer la population comme des ennemis à maintenir à leur place. Et ce rôle va faire qu'ils vont être sous le feu des critiques, évidemment. Et étant sous le feu des critiques, ils vont se considérer comme une citadelle assiégée. Donc, à savoir, ils vont se considérer à part de la société. Et ça va mettre en place ce qu'on appelle l'esprit de corps, le fait que les policiers sont solidaires entre eux par rapport à leur métier. C'est un truc qu'on retrouve aussi chez les professeurs, pas pour les mêmes raisons probablement, mais qu'on retrouve. Ces caractéristiques-là, elles vont être particulièrement importantes, on en reparlera dans le chapitre suivant, qui est de dire que, en fait, comme la police est une partie de la population à part, elle va répondre à des règles à part. Comme l'esprit de corps va leur donner cette sociologie interne, comme ils considèrent l'ensemble de la population, en tout cas le reste de la population, comme des ennemis à maîtriser, ça va développer une culture politique qui va être propre à la police. On a dit précédemment que les colonies, elles avaient évolué avec une phase d'avance, avec cette idée de défendre un ordre social qui était globalement un ordre capitaliste, puisque le pouvoir politique n'était pas présent, il y avait uniquement un pouvoir économique dû à la déshumanisation des populations colonisées. Mais ce qu'on va voir, c'est que ces changements vont pas se suivre de la même manière dans les colonies. Parce que le fonctionnement des colonies, il est de la prédation des terres et de l'exploitation des personnes colonisées, mais comme on l'a dit, c'est pas exactement la même chose d'être exploité en tant qu'esclave ou colonisé que en tant que personne blanche vivant en métropole. Si la colonisation a dans un premier temps pu apparaître comme une forme embryonnaire de la police moderne, cette dernière, en tant qu'institution professionnelle différenciée de la société, semble finalement constituer avant tout un produit métropolitain. On observe une dynamique similaire dans d'autres pays industrialisés, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Cependant, cette genèse métropolitaine n'empêche pas la police de reproduire en métropole des pratiques coloniales et des méthodes de répression utilisées contre les mouvements de libération nationale. Au contraire, les rapports sociaux de race formés sous la colonisation se déploient avec brutalité au sein de l'institution policière à partir des années 1920. Autrement dit, si les connaissances disponibles suggèrent que l'institution policière ne s'est pas immédiatement fondée sur le racisme, ce dernier y trouve néanmoins un terrain particulièrement propice. Malgré l'absence de concordance initiale, il existe par conséquent un potentiel de complémentarité institutionnelle entre police et racisme, qui n'a pas manqué de se réaliser, nous y reviendrons. Ce qu'il nous dit ici, c'est que le développement de la police en zone coloniale ne suit pas le même chemin que le développement de la police en zone métropolitaine. En revanche, ça n'empêche pas que s'applique ce qu'on appelle le boomerang colonial, ce fait que on va expérimenter des techniques de maintien de l'ordre à la fois contre les mouvements de libération nationale, mais aussi contre simplement les mouvements progressistes et de défense des droits que pour les personnes travaillant dans les colonies. Et que ces modes de répression vont plus tard se retrouver en métropole, utilisés par la police en métropole. Par ailleurs, ce que ça dit, c'est que si le racisme, c'est une donnée structurelle de la police, c'est pas inculqué dans la naissance même de la police capitaliste en métropole. C'est-à-dire que la police en métropole n'était pas raciste au premier jour. Mais elle n'a pas hésité longtemps et elle a très vite adopté des codes et des modes de travail qui ont ancré profondément ce racisme dans l'institution policière. On en vient donc à une autre partie qui est la naissance de la fiction policière. Comme on a pu le dire précédemment, la fiction policière, c'est un ensemble de mythes qui sont mis en place pour justifier le besoin du fonctionnement de la police tel qu'il est. Comme on a pu le dire, la police moderne répond au besoin d'imposer des régressions sociales pour les conditions de travail des ouvriers et ouvrières. Comme l'écrivait l'éminent historien de l'économie Jean Bouvier, en France, le phénomène majeur est bien, depuis les années 1860, la hausse quantitative du mouvement ouvrier. En effet, les chiffres de l'agitation ouvrière sont impressionnants. Entre 1872 et 1911, le nombre de grèves augmente de 1667%. Celui du nombre de grévistes croît de 925%, et le nombre de journées perdues est en hausse de 2858%. Du point de vue du maintien de l'ordre, dès lors qu'il était inconcevable de céder aux revendications populaires,
Ce phénomène représentait un défi majeur, dans la mesure où le recours à la troupe accroît toujours le risque de dérapage sanglant. Les piliers du nouvel ordre social capitaliste restaient fragiles. C'est sur ce terrain que la police était attendue. Concrètement, ce qu'on attend de la police du point de vue de l'ordre social, c'est de le maintenir et de s'assurer qu'on puisse passer des réformes de régression sociale sans que les ouvriers se révoltent. Ou du moins faire en sorte que si les ouvriers et ouvrières se révoltent, ils et elles n'accèdent pas à leurs revendications. La police est donc vue d'un mauvais œil par la population et dès son émergence, la police a un problème de réputation. Et pour répondre à ça, on va se pencher sur l'idée de l'affliction policière. De se lancer dans une bataille idéologique pour partager des récits héroïques de la police, partager le rôle imaginé de la police qui est d'empêcher les crimes et de protéger la population, etc. pour justifier ce besoin absolu de police et faire consentir à son existence. Dans le même esprit, la gendarmerie a été associée aux défilés et cérémonies locales du 14 juillet et la police à d'autres événements à destination du grand public, comme des exercices militaires ou encore les expositions universelles pour y construire l'image d'une institution incarnant la modernité nationale et le progrès humain. Pour suggérer une police à la fois au service de la population et en phase avec les avancées technologiques, la préfecture de police annonçait en grande pompe l'introduction de nouveaux équipements et de techniques d'intervention, comme le bâton blanc, les brigades cyclistes et les chiens de police. Et donc un des grands enjeux pour Louis Lépine, qui est préfet de police en 1893, c'est de faire aimer la police. À ça, il recourt à tous les stratagèmes qu'on a expliqués un peu au-dessus, mais aussi il va mettre en place quelque chose qui est particulièrement bien et à la fois dont les motivations sont particulièrement vicieuses. Il met en place la graduation de la répression dans le cadre des manifestations. L'idée, c'est de dire qu'il y a des sommations avant les charges, avant le gazage, avant l'utilisation d'armes non létales, etc. Et en fait, cette idée-là, elle n'est pas là tant que ça pour réduire le nombre de morts et de blessés, mais en réalité pour augmenter l'efficacité politique de l'intervention policière. Grosso modo, l'idée, c'est de dire que en présentant la police sous cet aspect-là, ça permet de dire « Oui, mais regardez, les manifestants ont été prévenus, si ils et elles sont restés à manifester, c'est leur faute, ils avaient qu'à s'en aller quand la police leur a demandé de s'en aller. » Malgré ces efforts, les doctrines du maintien de l'ordre ne font pas de miracle. Le rêve techniciste et dépolitisant qui les sous-tend se dissipe au contact de la réalité. La répression reste brutale. En effet, si l'idée de la brutalité des agents tend à s'estomper, elle reste latente, ressurgissant avec vigueur à chaque dérapage ou à chaque manifestation. C'est pour cette raison que l'historien Gérard Noiriel désigne les années 1880, 1890 et 1900 comme la période où la République dériva lentement vers le pôle national sécuritaire. S'il s'agit sans doute moins d'une dérive que de l'action d'une classe dominante consciente que sa propre reproduction exige la persistance d'un ordre social profondément inégalitaire, il est frappant de constater à quel point la répression violente est particulièrement mortelle. La mise en place de lois scélérates et de fichiers policiers, l'arrestation de militants, les révocations à grande échelle, la corruption policière, le démembrement des comités de grève et les réquisitions autoritaires sont devenus des pratiques courantes pour mater la classe ouvrière. Malgré tous ces stratagèmes, la police, par sa propagande, achète une paix sociale que temporaire, c'est-à-dire que dès lors qu'on est dans des phases où il y a des manifestations assez intenses, reviennent au premier rang les critiques des violences policières. Ce qui n'empêche évidemment pas que la police reste absolument violente et dangereuse, notamment qu'elle tue régulièrement, mais dans des cas où la population se révolte moins pour des enjeux racistes, majoritairement. On le voit en particulier vis-à-vis du fait que les gens sont révoltés des violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais que ces derniers temps, nombre de personnes racisées se retrouvent tuées sous les coups de la police, sans que le reste de la population ne s'en émeuve forcément. À l'heure des réseaux sociaux, l'utilisation de ces stratégies de communication pour attirer tant bien que mal la sympathie envers les forces de police, elle n'a pas cessé, elle a même continué de s'accentuer. Il y a eu un épisode de Rhinocéros qui est animé par Lumi et Udul, qui nous parle du flic show permanent et donc de cette propagande pour mettre en avant la police. Et on pense aussi à l'intervention de Bolchegeek, donc à savoir Kat la petite voix et Benjamin Patino, qui nous parle de la propaganda, cette propagande pro-policière qu'on voit dans les films et dans la culture populaire. Il nous dit aussi, notamment,
Il suffit de penser à la communication systématique du nombre de policiers présentés comme blessés après des mobilisations par une partie significative de l'espace médiatique et l'omission tout aussi systématique du nombre de manifestants blessés. Comme si ce déséquilibre n'était pas suffisamment problématique, il existe une multitude d'exemples dans différents pays où la police a délibérément biaisé le débat public. Dans certains cas, elle a dû admettre avoir transmis aux journalistes de fausses informations concernant les policiers blessés. Dans d'autres cas, elle a communiqué des chiffres de policiers blessés en service en suggérant que des manifestants seraient à l'origine de blessures qui en réalité avaient été causées par une morsure de chat, un accident de vélo ou une chute. Mais c'est bien dès sa naissance que la police s'est engagée dans la bataille des idées, incarnant de ce fait non pas une instance neutre au-dessus des conflits traversant la société, mais un acteur impliqué dans leur déroulement. La police n'a pas attendu le préfet allemand pour choisir son camp. La police, c'est effectivement la milice du capital. C'est effectivement des gens qui sont au service de l'ordre social et qui sont là pour le faire respecter. Et quand cet ordre social, c'est l'ordre social capitaliste, eh bien ils sont là pour faire respecter le capitalisme. La police moderne est donc née du capitalisme et le maintien de l'ordre est donc associé au maintien de l'ordre capitaliste. Et par ça, ça veut dire que sa priorité, à ce titre, elle est vis-à-vis des classes sociales perdantes de cet ordre. Le retour à cette raison d'être de la police offre quelques éclaircissements concernant plus spécifiquement des débats contemporains. Tout d'abord, à propos de la question de l'influence de l'extrême droite ou des syndicats de police sur les violences policières. Il n'est certainement pas sans effet sur les interventions de la police que 74% de ses membres actifs votent pour l'extrême droite, et que cette tendance soit tendanciellement en hausse. Il n'est pas non plus anodin que le syndicalisme policier jouisse d'une force réelle issue d'un ancrage institutionnalisé, influençant notamment les carrières des policiers individuels qui lui permet à la fois même de parvenir à faire déposer des projets de loi et de se faire le porte-parole le plus puissant de la mise en cause constante de la réalité des violences policières. Toutefois, il faut se garder d'inverser causes et conséquences. Ce ne sont ni l'arrivée des idées d'extrême droite, ni des syndicats de police qui sont à l'origine des violences et discriminations policières, de leur augmentation spectaculaire et de l'entretien du mythe policier. Ces phénomènes sont d'abord le produit de l'institution policière en tant que telle, et c'est pour cette raison qu'un corporatisme nommé syndicalisme policier, toujours prompt à revendiquer l'élargissement des capacités d'intervention violente des agents de police, comme l'extrême droite, y prospère. Évidemment, les acteurs rétroagissent sur l'institution, mais leur attribuer une sorte de causalité première risque de nous faire passer à côté de l'essentiel. Ça dit encore une fois que le problème du racisme dans la police, par exemple, mais de l'extrême droite en général, c'est pas le problème individuel de quelques policiers qui seraient racistes ou d'extrême droite et qui gangrèneraient la police. C'est plutôt le problème de l'institution policière qui influence les policiers et policières à adopter des comportements et des idées racistes et d'extrême droite. C'est ce qu'on retrouve dans la conclusion du bouquin Flic de Vincent Gendreau, où un journaliste infiltre la police et décide finalement d'arrêter plus tôt que prévu son expérience, puisque son passage dans la police lui fait entrer des pensées parasites et des réflexes de pensée racistes qui le gênent profondément. Et puis on finit avec un dernier point où il fait une petite note. Il dit « Dans une contribution au livre collectif Police, Eric Hazan soutient l'idée que les quelques révolutions victorieuses dans le monde occidental depuis juillet 1789 ont un trait commun. Le tournant décisif s'est produit quand les forces de l'ordre se sont débandées ou sont passées du côté de l'insurrection. Il illustre son argument par deux cas, juillet 1830 à Paris et octobre 1917 à Pétrograd. Ce faisant, il néglige un aspect crucial de ces deux événements. Les insurgés ne faisaient pas face à une police moderne, imperméable vis-à-vis de l'extérieur et puissamment soudée à l'intérieur. Pour comprendre la dynamique des mobilisations contemporaines, ces deux exemples sont donc d'une pertinence limitée et risquent d'induire des appréciations biaisées. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte qu'il faut arrêter avec la police avec nous, parce que en fait, la police, elle est ancrée idéologiquement et dans sa pratique contre les personnes qui remettent en cause l'ordre social. Et c'est leur rôle. Donc la police ne sera pas avec vous si vous remettez en cause l'ordre social. Si vous êtes là pour dire que vous en avez marre d'être exploité, la police n'est pas votre allié. Et c'est là-dessus qu'on finit ce chapitre. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ou juste commenter, envoyer un message de soutien, ça fait toujours plaisir.